Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre haïtien, Jacques-Guy Lafontan, est sur la sellette après les violentes manifestations et émeutes de la semaine écoulée. Rencontre ce mardi entre le président de la République et les commerçants victimes des derniers événements. Le chef de l'État s'engage à les accompagner. L'onde tropicale formée des résidus de la tempête tropicale Beryl a déjà traversé Haïti. Elle a occasionné de fortes pluies et rafales de vent en République dominicaine et au nord de l'île d'Haïti. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. L'onde tropicale formée des résidus de la tempête tropicale Beryl a déjà traversé Haïti. Elle a occasionné de fortes rafales de vent et des pluies concentrées sur la République dominicaine et le nord de l'île d'Haïti. La direction de la protection civile appelle malgré tout à la vigilance dans les zones à risque d'inondation, de glissement de terrain, d'éboulement et de coulée de boue. Elle leur demande d'appliquer les consignes de sécurité habituelles en cas d'averse et de vent fort, notamment de prendre les dispositions pour se déplacer vers un logement ou un abri moins exposé aux inondations et aux mouvements de terrain. Selon le responsable de la DPC, Jerry Chandler, les structures territoriales de la protection civile continuent de mobiliser tous les moyens possibles pour accompagner les habitants des zones vulnérables. Il y a 48 heures de ça, le gouvernement était déjà notifié et le système national de gestion des désastres sous l'obédience du Premier ministre avec le ministre de l'Intérieur, le gouvernement réuni pour pencher sur le phénomène et pour chercher des solutions pour renforcer la direction de la protection civile face à ce phénomène là. Et je ne dis pas pendant que je parle avec vous là, il y a un pile de démarches qui sont faites pour que nous soyons capables de mobiliser des ressources pour nous capables de faire réponse à la situation s'il y a des zones qui ont un impact qui est assez sérieux ou assez sévère. Donc, de ce point de vue, la protection civile travaille en pile pour nous capables justement anticiper. La protection civile, là, je ne dis toutes différentes unités nous mobilisées et vigilance là, les deux mises, nous toutes différentes représentations campées et nous là, on a camper à côté de la population pour nous accompagner, pour nous protéger les vies, les biens et justement protéger la population dans le cas de passage phénomène ça. Le Premier ministre haïtien, Jacques-Guy Lafontan, est sur la sellette après les violentes manifestations et émeutes de la semaine écoulée. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, a mis l'accent hier sur la nécessité d'adopter des mesures exceptionnelles. Sans fournir de détails, il a évoqué la réunion des députés en séance plénière afin d'adopter une décision conforme à la situation exceptionnelle. Une séance d'interpellation est en continuation depuis 2 semaines à la Chambre basse. Le président du Sénat, de son côté, Joseph Lambert, a laissé entendre que le départ du Premier ministre sera évoqué lors d'une rencontre entre les leaders des 3 pouvoirs de l'État. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, dans son discours pour encourager un retour au calme, a regretté que ses collaborateurs n'aient pas pris le soin d'expliquer la nécessité de l'ajustement des prix de l'essence. La présidence laisse entendre qu'il s'agit d'une décision du gouvernement rejetée par la population. De plus, les membres du Forum économique du secteur privé réclament ouvertement la démission de M. Lafontan. Le Forum économique juge que le président de la République devrait demander au Premier ministre de soumettre sans tarder sa démission et celle de son gouvernement, et ce, en vue d'offrir une porte de sortie à l'impasse politique actuelle.
Le Forum économique du secteur privé condamne avec la plus grande rigueur les actes de violence et de vandalisme qui ont lourdement frappé les entreprises et institutions privées et publiques et de nombreux citoyens haïtiens et étrangers au cours des 3 derniers jours. Le Forum économique tient à exprimer ses sincères sympathies aux victimes de cette véritable barbarie préjudiciable au climat social, à l'image nationale et à notre capacité à attirer des investissements privés générateurs d'emplois durables et de prospérité économique. Le Forum tient à souligner sa conviction que ces actes reflètent en grande partie le degré élevé de frustration, voire de désarroi de la majorité de nos concitoyens face à la détérioration de leurs conditions de vie depuis de nombreuses années. Tout en le déplorant, il considère toutefois qu'une telle frustration, si justifiée qu'elle puisse être, ne saurait excuser une telle montée de violence, de destruction et de violation des droits fondamentaux de l'ensemble de la population. Le Forum s'étonne également de l'inaction caractérisée des forces de l'ordre face à ce débordement inédit et inacceptable de délinquance, contraire à leur mission centrale de maintien de l'ordre et de protection des vies et des biens. Le Forum estime que cette situation résulte avant tout d'une carence de leadership des plus hautes autorités de l'État haïtien, incluant le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement. En témoigne, entre autres, l'apparente absence de planification de mesures de sécurité qui auraient dû, logiquement, précéder l'adoption de la mesure d'ajustement drastique des prix des produits pétroliers décrétée par le gouvernement. Tout en prenant note de la récente décision de retrait de cette mesure prise par le pouvoir exécutif, le Forum est d'avis que le président de la République devrait tirer les conclusions logiques de cette déplorable situation et demander au Premier ministre de soumettre sans tarder sa démission et celle de son gouvernement, ce en vue d'offrir une porte de sortie à l'impasse politique actuelle. Le président de la République, Jovenel Moïse, a rencontré ce mardi les commerçants victimes des derniers événements. Le chef de l'État s'engage à accompagner les entrepreneurs qui ont eu leur entreprise pillée et incendiée. Haïti vient de vivre quelques journées dramatiques. Personne ne peut affirmer quand cela se terminera et quand se fera le retour à la normale. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Clarence Renoir, mais c'est plus le journaliste et l'observateur avisé de la vie politique de ce pays que nous avons invité. Bonsoir, Clarence Renoir. Bonsoir, Serge. Dites-moi, M. Renoir, quelle analyse faites-vous des événements de ces derniers jours et questions subsidiaires? Avons-nous déjà vécu des situations semblables? Oui, je crois. Je peux affirmer tout de suite oui, parce que ma mémoire un peu fidèle de journaliste peut remonter jusqu'à 1986, l'avant départ des Duvalier et l'après aussi, tout de suite après, on a vécu des événements terribles, catastrophiques aussi en Haïti. Il y a des dates aussi que j'ai en tête comme ça, je vous dirais 1988 aussi, 1987 déjà, après Duvalier 87, les premières élections. On a connu une journée d'enfer avec plein de victimes, mais pas de pillage ou de casse dans le commerce. 1988, les coups d'État, 89, la guerre entre les militaires, c'était un événement à ne pas revivre en Haïti. Je pourrais aller jusqu'à 1991, la chute d'Aristide, son retour en 1994. Et aussi, plus près de nous, il y a une date quand même qui ressemble un petit peu à celle que nous avons vécue le 6, mais aussi le 7 juillet 2018. Ce sont ce qu'on a appelé à ce moment-là les émeutes de la fin de 2008. C'est un événement aussi très fort, catastrophique. Mais vous savez, tout ça qui revient comme ça, qui remonte, moi je vois ça comme un film que je revis, mais je dirais en constant replay. On revient sur les mêmes événements, ce sont les mêmes faits qui se produisent, parfois avec les mêmes acteurs, les mêmes noms qui reviennent aussi en tête quand ces événements se reproduisent dans le pays. Ou bien, vous voyez, les films qu'on retourne comme ça, qu'on fait en marche arrière. C'est-à-dire, on n'avance pas, on répète les mêmes faits. Et c'est une douleur terrible de revivre ça dans un pays. Moi, je l'ai vécu en tant que journaliste tout le long de l'histoire de ces 30 dernières années dans le pays,
avec tous les chambardements politiques que nous avons aussi connus. Parce qu'à chaque fois, c'est le pays qui s'est buté sur des événements politiques, sur un président qui doit partir, sur un coup d'État avorté, sur un coup d'État fait, sur cet événement que nous avons connu aussi ici, qui n'a aucune mesure, hein, quelque part, avec ce que j'ai vécu avant, dans le sens des victimes, pas humaines, heureusement, on peut dire, mais des victimes économiques terribles que nous avons connues. Oui, je crois, c'est d'ailleurs sur ce point-là qu'il y a peut-être une singularité des événements d'aujourd'hui, c'est que tout en ayant un impact politique énorme, car ça ne peut pas s'arrêter là, il faut bien sortir de cet imbroglio, le secteur économique a été très lourdement touché. Quelles conséquences voyez-vous de ces journées dramatiques à tout point de vue, politique, économique, touristique, social, l'armée, la police, tout ça? Moi, je crois que c'est une rupture, une cassure profonde qui va laisser des blessures pendant longtemps dans la tête de tout le monde, de tous les secteurs. Certes, sur le plan économique, il y a un bilan comptable à faire. Ça va être très lourd de faire ce bilan. Sur le plan touristique, un pays qui cherche à vivre du tourisme, même si c'est du tourisme local, les Haïtiens de la diaspora, mais comment allez-vous demander à des Haïtiens de venir dans ce contexte-là? On a perdu 2 journées de vol d'avion. Venir visiter et ou investir. Investir, absolument, sur le plan investissement. Et sur le plan politique, il y a aujourd'hui une lecture qu'il faut faire pour comprendre. Moi, c'est là que l'histoire bégaye, à mon sens. C'est que ce sont des faits politiques qui se reproduisent, mais il n'y a pas de solution apportée pour ne pas répéter les mêmes faits qui se produisent. Et si le commerce, si le secteur privé est victime, c'est la responsabilité du politique ou de la politique en général, hein, je veux dire comme ça. Parce que ce sont les mêmes atermoiements politiques, les mêmes erreurs politiques, les mêmes aventures politiques qui nous amènent à ces conséquences-là. Les mêmes erreurs de communication. De communication. Et je veux dire, pour moi, la blessure la plus profonde et qui va durer encore longtemps, c'est sur le plan social. Il y a une distance qui se creuse, qui se fait maintenant entre les secteurs sociaux de ce pays, entre le secteur des affaires et la société, la population, la masse de la population, majoritairement pauvre, etc. On se regarde en chien de faïence, on ne se parle pas, on ne se comprend pas, on ne s'explique pas. Donc, c'est là que la plaie est la plus profonde, et c'est là aussi qu'il faut travailler pour voir si on peut apporter quelques pansements, mais pas des pansements pour un jour ou 2 jours, mais en guérir finalement sur le long terme de ce mal que nous vivons. Sans compter qu'en un premier temps, il faut s'attendre dans l'immédiat à une augmentation assez sensible du chômage avec toutes les conséquences. Absolument. On est déjà un pays qui est en crise de travail, de chômage. C'est majoritairement une population qui est au chômage. Les jeunes quittent ce pays pour aller travailler ailleurs. Le peu qu'il y avait ici maintenant, vous avez au moins des milliers d'emplois qui sont perdus, en tout cas pour le moment. Et pour chaque personne qui travaille, on sait qu'en Haïti, c'est toute une famille. Enfin, on avance le chiffre de 8 personnes qui vivent au dépend d'un salaire d'une personne, absolument. Quand 1000 personnes perdent leur emploi, ça fait 8000 personnes qui sombrent dans la détresse la plus totale. Et c'est pour ça qu'il faut interroger la politique, les hommes politiques. Qu'est-ce que vous faites pour arrêter ce cycle de violence, de vengeance dans le pays? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait aussi pour éviter que cela n'arrive et se répète encore dans ce pays? C'est la responsabilité de l'homme et de la femme politique. Ça va être ma dernière question. C'est un peu court de dire c'est votre responsabilité. Qu'est-ce que, d'après vous, il convient de faire là, maintenant, pour sortir au moins immédiatement de cette impasse? Ne parlons pas encore du moyen ou du long terme, mais là, tout de suite, il y a une hémorragie, il faut l'arrêter. Qu'est-ce qu'il conviendrait de faire? C'est une question un peu compliquée à répondre, Serge, parce que là, la baguette, c'est le président de la République qui l'a en main. C'est lui qui peut faire quelque chose. C'est le Parlement qui peut faire quelque chose. Et j'imagine qu'ils doivent se rencontrer, discuter pour proposer une solution. Est-ce que le président et le Parlement sont sur la même longueur d'onde? Ils devraient. Face à la catastrophe nationale que nous vivons, je ne crois pas qu'on doit faire économie de paroles et aussi ne pas enjamber les frontières politiques des partis politiques pour dire, écoutez, nous sommes des Haïtiens, il y a un problème, on doit se parler. On doit oublier qu'on est de tel camp ou de tel autre.
qu'on est pour ou contre telle ou telle personne, mais se parler franchement. Et les responsabilités sont à partager dans ce qui s'est passé dans le pays. Et c'est un mot absolument important, puisque vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a des responsabilités. Donc, il faut aller directement aussi vers ceux qui sont responsables de cette catastrophe. Les mesures qui ont été prises, ont-elles été étudiées avant? Ont-elles été préparées? Y avait-il communication pour faire passer ça? Donc, il y a des responsabilités. C'est aussi ça, la politique. Quand il y a des responsabilités, eh bien, il faut prendre les responsabilités et partir avec. Dans d'autres pays, il y a des gens qui démissionneraient déjà pour dire c'est ma faute, c'est ma responsabilité, je me retire. Ça allait être ma question. Et êtes-vous de ceux qui disent que le gouvernement, le Premier ministre et son gouvernement doivent présenter leur démission? Je ne voudrais pas que l'on prenne ça de manière trop légère aussi, que je dise oui, il doit partir. Il doit partir, certes, mais pour être remplacé par qui et par quoi? Qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va prendre les mêmes pour recommencer? Est-ce qu'on va changer de façon de gouverner, de mode de gouvernance? C'est là qu'il faut poser la question. Je crois que nos dirigeants doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a un problème profond dans ce pays et qu'il faut adresser les problèmes socio-économiques dans ce pays pour donner plus d'espoir à la population et ne pas pousser la population à bout avec ces genres d'événements qui arrivent où elle est victime encore. C'est de l'autodestruction. Les gens cassent les magasins, ils coupent les emplois d'autres, vous l'avez expliqué. Donc, il faut faire une éducation de la population, mais aussi de nos dirigeants, pour qu'eux-mêmes ils comprennent que ce pays, moi j'ai vécu 30 ans d'événements malheureux comme ça dans le pays, Serge. On ne peut pas continuer à vivre ça. C'est cette promesse que je voudrais entendre de nos dirigeants politiques, qu'ils nous disent, à partir de ce moment, on prend la résolution de ne plus recommencer. Dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que dans sa dernière adresse, le président de la République a laissé l'impression qu'il était prêt à tirer les leçons de ce qui venait de se passer? Je n'aime pas, vous avez des questions vraiment très difficiles, très compliquées. Je n'aime pas porter de jugement sur les personnes, mais moi je crois qu'il faut inviter nos hommes politiques à regarder l'histoire, effectivement. Non, mais là, encore une fois, nous parlons d'un président de la République. On ne parle pas de M. X ou Y. Nous parlons de celui qui a la fonction de président de la République, c'est-à-dire qui est au sommet de l'État et responsable. Il est là, il assiste, comme vous et moi, il est témoin. La différence entre lui et nous, c'est que lui, il a le pouvoir, l'autorité et la capacité d'agir sur les événements. Il a fait un discours. Est-ce que l'analyste que vous êtes en conclut que, j'ai l'impression qu'il a entendu l'appel et qu'il est prêt peut-être à réorienter les choses? Les prochains jours nous diront s'il a bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que le président doit diriger en regardant l'histoire. Toujours. Pour comprendre ce pays. C'est un pays qui nous demande à retourner dans l'histoire pour comprendre l'histoire récente, l'histoire passée. Si on dirige au regard de cette histoire, il y a des erreurs qu'on ne commettra pas. Et maintenant, l'histoire donne une chance à ce président de corriger, de rectifier le tir. Donc, les prochaines mesures qu'il aura à prendre nous dira. Ces mesures nous diront si le président a compris. Il a peut-être entendu, mais est-ce qu'il a compris? Ça, on le saura peut-être bientôt. Merci infiniment, Clarence Renoir. Merci d'être passé plaisir. nous voir ce soir à Métropole. Et plaisir. à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Monsieur Clarence Renoir, homme politique, mais aussi et surtout ce soir journaliste et, comme je le disais au départ, observateur avisé de la vie politique haïtienne. Haïti vient de vivre des journées dramatiques, violentes, sanglantes, qui ont amené beaucoup de destruction. Nous avons avec nous ce soir le député de Pétionville, M. Jerry Tardieu, qui va en quelque sorte compléter ce qu'il avait seulement commencé à dire ce matin au point avec Wendell Théodore. Bonsoir Jerry Tardieu. Bonsoir Serge, c'est toujours un plaisir de répondre positivement à ton invitation. Voilà. Bon, on va peut-être plus aborder la question sous l'angle politique, puisque nous avons affaire à un acteur actif de la vie politique, désormais un acteur actif. Alors, quelle analyse faites-vous des événements qui se sont produits au cours de ces 2 ou 3 derniers jours? Nous vivons, Serge, je pense, un moment difficile. Nous vivons une crise très grave, avec 2 jours de manifestations populaires qui ont été émaillées d'émeutes, qui ont fait des victimes, qui
qui ont fait des morts, des maisons incendiées, des hôtels attaqués, des voitures brûlées, des policiers lynchés, des enfants traversant des barricades avec aujourd'hui des difficultés respiratoires en raison de la fumée. Un spectacle pas inédit pour Haïti, mais un spectacle que nous aurions aimé révolu. Mais tout ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a des événements qui ont déclenché ce chaos que nous avons vécu les 7 et 8 juillet. Et ces événements, quels sont-ils? Le gouvernement de la République, dirigé par M. Jacques-Guy Lafontaine, a pris la décision d'augmenter les prix à la pompe. Malgré les avertissements des secteurs de la vie nationale, des partis politiques, des analystes avisés, des membres de la société civile qui lui ont dit « Attention, le pays n'est pas encore prêt pour plusieurs raisons. D'abord, nous vivons une crise économique grave. Il y a un problème de chômage. Alors, un chômage comme on ne l'a jamais vu en Haïti. Il y a un problème de dépréciation de la monnaie nationale. Il y a un problème de manque de confiance des acteurs économiques dans l'économie, donc qui n'investissent pas. Donc, quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois. Quand il n'y a pas de création d'emplois, le chômage devient plus important. Pas de création de richesse. Pas de création de richesse, pas de croissance économique, et le résultat, nous le connaissons aujourd'hui. En fait, tous les éléments étaient réunis pour ne pas prendre une telle décision. En plus de cela, il faut dire que 48 heures avant cette décision, au niveau de Pèlerin, à Pétionville, dont je suis le député, il y a eu une opération policière où des propriétaires de maisonnettes ont été expulsés manu militari de force en pleine nuit à 1h du matin. Et selon les informations en ma possession, l'opération s'est faite sans qu'il n'y ait en fait une décision de justice qui l'autorisait. Parce que, nous dit-on, ces maisonnettes mettaient en danger la sécurité du président et de sa famille. Je dois dire que la population avait réagi sur le coup. Et il y avait déjà des émeutes à Pétionville, car il y avait un certain émoi, une certaine émotion sur une opération qui s'est faite de façon, je dirais, assez particulière et qui questionne un petit peu non seulement la façon dont elle a été faite, le timing, et surtout aussi la légalité. Et déjà, 48 heures à l'avance, on avait une idée un petit peu des dispositions d'esprit par rapport à un problème qui n'avait rien à voir avec la hausse des prix à la pompe. Donc, ce qui s'est passé, que se greffer sur cet événement, est venue cette décision 48 heures après, et en fait, avec tous les résultats que l'on connaît, toutes les conséquences que l'on connaît. Et qui était prévisible, car les réactions contre avaient déjà commencé bien avant. Absolument. Un gouvernement sérieux, un gouvernement responsable, je pense, sur la gravité, l'importance et la solennité d'une telle décision, est obligé d'être vigilant. Il doit pouvoir regarder et écouter. Et s'il l'avait fait un minimum, il n'aurait pas avancé dans cette décision. Et quel que soit le bien fondé de la décision, d'ailleurs. Absolument. Maintenant, la décision a été prise, les conséquences, on les connaît. Donc, député de Pétionville, j'ai demandé au Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine de faire un geste patriotique dès le samedi 7 juillet et de démissionner tout à fait incessante et immédiatement pour faciliter un déblocage de la crise, s'assurer que nous puissions avoir une situation de stabilité et aussi préserver l'intégrité du territoire. Dans ce type d'événement, l'un des dangers, c'est que justement, il y a toujours risque d'intervention étrangère. Et avec cette image néfaste qui nous colle toujours à la peau, que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes nos propres affaires. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la va-vite que de demander au Premier ministre de démissionner. C'est une accumulation de décisions du Premier ministre qui a rendu ce gouvernement si populaire. Je pense que cet épisode que nous avons vécu à Pétionville, les 7 et 8 juillet, c'est une page additionnelle négative au livre des réalisations ou des non-réalisations de Jacques-Guy Lafontaine à la tête du gouvernement. C'est ce que j'allais dire. Beaucoup pensent d'ailleurs que l'actuel Premier ministre se signale plus par ses non-actes que par ses actes. Et j'irai même plus loin. Je dirais que c'est un gouvernement de fuite en avant. En créole, on a dit ça, un gouvernement piqué devant. Même quand il y a une bonne foi dans beaucoup des initiatives du gouvernement, dans l'exécution des décisions qu'ils prennent, ils le font de façon tellement souvent insouciante ou, je dirais, presque peu professionnelle que ça s'apparente à de l'amateurisme.
Je peux vous donner quelques exemples très simples. Ils veulent refonder l'armée. Mais il y a des gens qui pensent que c'est une bonne chose. Ils réunissent, ils choisissent, ils sélectionnent 400, 500 jeunes qu'ils vont former à Gressier. Ils sont armés, ils s'entraînent. Pour quelle armée, quel objectif, dans quel délai, avec quel état-major, personne ne sait. Ils avancent jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ont été trop vite et ils sont obligés de s'arrêter. Il y a une caravane du changement que le gouvernement nous présente comme étant le projet phare du président de la République, qui commence sur des chapeaux de roue, sauf qu'à partir d'un certain moment, elle s'essouffle. On ne la voit plus parce qu'il n'y a pas de moyens. Problème de logistique, de coordination, mal organisé. Encore la même chose, fuite en avant et il s'arrête. Et on peut prendre tellement d'exemples. La politique diplomatique de ce pays, il y a plein de nos fonctionnaires dans la diplomatie qui sont révoqués. À quelle fin? Si c'était dans le cadre d'un plan global de restructuration de la diplomatie, ou d'une redéfinition de la politique étrangère, ou d'une stratégie diplomatique nouvelle, on aurait pu comprendre. Mais au fond, c'est des révocations pour des révocations qui ne sont pas inscrites dans un plan d'ensemble. Donc il y a toute une série de façons de procéder du gouvernement qui nous font questionner, je dirais, le sérieux, la profondeur, la planification des décisions qu'ils prennent. Donc en fonction de ces performances non réussies, en fonction de l'insouciance de ce gouvernement par rapport aux derniers événements qui ont secoué le pays, nous disons, le député de Pétionville, en toute modestie et en toute humilité, je n'ai pas de problème personnel avec Jacques-Guy Lafontaine. C'est un médecin qui veut servir son pays, qui a servi son pays. Cependant, Haïti, c'est le seul pays au monde où quand on échoue, on ne démissionne pas. Ce n'est pas normal. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a échoué dans sa mission de gérer le gouvernement avec efficacité et surtout, il a échoué dans sa mission de mettre les citoyens et les citoyennes en confiance. Aujourd'hui, le pays est angoissé. La société a peur. Je suis député du peuple de la circonscription de Pétionville. Je peux vous dire que tous les jours, je suis sollicité par des citoyens qui me disent « Côté Nbralé, que va-t-on devenir? Qui s'occupe de nous? Qui nous protège ?» Eh bien, c'est un problème. Plein de chômeurs disent « Où va-t-on travailler? Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce pays ?» Donc, tout cela mis ensemble, et j'estime qu'aujourd'hui, Jacques-Guy Lafontaine, qui a été un grand médecin, peut sortir grand de l'histoire. Comment? Il a été un grand médecin, il sera jugé par l'histoire comme ayant été un grand médecin, mais je n'aurais pas aimé que les historiens, avec leurs plumes, écrivent qu'il a été un grand médecin, mais un piètre Premier ministre, ou alors, disons pour être moins méchant, un Premier ministre qui a raté son rendez-vous avec l'histoire d'Haïti. Haïti, ce pays que lui et moi, nous aimons de la même façon. Je ne fais de leçons à personne. Je n'ai pas le monopole du cœur quand il s'agit d'Haïti. Sauf que Jacques-Guy Lafontaine a probablement une expertise en médecine. Mais en politique, en relations publiques, en communication, il manque le bagage nécessaire pour être un homme politique, un homme d'État, un chef de gouvernement, un Premier ministre qui inspire confiance et qui peut aider ce pays à aller de l'avant. Vous avez réclamé avec force sa démission, mais qui dit démission dit une place vide. Oui. Et si le Premier ministre part, la coutume veut que tout le gouvernement parte. Oui, c'est clair. Ça fait quand même pas mal de gens à remplacer. Mais commençons par le premier d'entre eux. Vous réclamez le départ de Jacques-Guy Lafontaine. Qui voyez-vous ou quel devrait être le profil de celui que vous verriez occuper désormais cette fonction? Très bien. Quand je demande la démission du Premier ministre, je demande la démission de tout le gouvernement. Naturellement, il y a un ou deux ministres qui font un bon travail dans le cadre d'un accord politique ou d'une entente entre les différents acteurs. Il se pourrait qu'ils soient reconduits. Cependant, nous parlons de la démission du gouvernement. Vous m'avez demandé de définir le profil ou même de dévoiler un possible nom, un potentiel candidat. Disons le profil idéal dans la situation actuelle que nous vivons. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation justement que nous vivons, nous sommes dans un carrefour critique, décisif et délicat, où nous vivons une crise systémique. Les 7 et 8 juillet, la manifestation populaire en réaction aux décisions du gouvernement d'augmenter les prix à la pompe, ce n'est que le type de l'iceberg. C'est une manifestation sur 2 jours d'un problème fondamental. Toutes celles et ceux qui pensent
que ce n'était que le travail de certains manipulateurs avec des visées politiques non avouées et inavouables se trompent. C'est vrai que ces manifestations ont souvent été, je dirais, infiltrées par des opérateurs politiques, par des manipulateurs, par des personnes mal intentionnées et qui ont causé tous les dégâts que nous avons vus. C'est aussi l'occasion pour moi de questionner souvent la passivité de la police nationale par endroits et surtout leur incapacité à répondre dans les délais ou à la nécessité de défendre, de servir et de protéger la population. C'est un problème sérieux qu'il faudra adresser et qui trouve, je dirais, qui trouve son origine, sa genèse, ses explications dans le manque d'effectifs de la police, dans le manque de préparation, dans le manque de moyens, mais aussi dans les luttes de clans à l'intérieur de l'institution et peut-être aussi dans les problèmes qui existent entre la police, le commandement de la police et je dirais l'exécutif. Mais tout ça, c'est peut-être un élément que nous avons observé et il nous reviendra à nous, hommes et femmes d'État, de revenir là-dessus, puisque au fond, la police nationale est une institution importante. Ce que je voulais dire, c'est qu'à ce carrefour de la vie nationale, il ne reviendra pas au Parlement ou à l'exécutif, comme le dit, le demande et le trace la Constitution, de décider d'un possible gouvernement d'ouverture qui remplacera celui qui est aujourd'hui en fonction. Vu la gravité de la crise, vu la nécessité de prendre des décisions qui soient des décisions, je dirais, consensuelles et qui peuvent permettre de dégager des horizons à long terme, il est important que le nouveau gouvernement soit choisi en consultation par, bien entendu, le Parlement, les forces vives de ce pays. L'exécutif, certes, aura son mot à dire. Cependant, vous m'avez parlé de profil, ce ne sera pas une personnalité qui devrait sortir du sérail politique du président Jovenel Moïse. Ça doit être une personnalité neutre, crédible, qui inspire confiance et qui a de l'expérience. De l'expérience dans les affaires de l'État, dans la conduite de l'État. Parce qu'on peut être un bon médecin et n'avoir pas le bagage technique nécessaire pour gérer Haïti et le mener à bon port. Haïti est un pays difficile et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut sortir d'une profession et enfiler le costume de chef de gouvernement et réussir. Donc, il s'agira de trouver un compromis pour qu'il y ait un premier ministre d'ouverture pour un gouvernement patriotique, nationaliste, progressiste, avec un agenda très clair qui est dans l'économie et le social. Et surtout le social par rapport aux problèmes que nous vivons. Et très certainement, la subvention des prix à la pompe peut être considérée comme un élément, un volet, un pan d'une politique sociale importante. Mais pas seulement la politique sociale. Ce gouvernement devrait avoir une feuille de route avec des responsabilités bien claires. Parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement du gouvernement de Jacques Guy-Lafontaine, nous ne voyons pas de politique fiscale, nous ne voyons pas de politique monétaire, nous ne voyons pas de politique éducationnelle, nous ne voyons pas de politique culturelle. Nous avons l'impression que c'est un gouvernement qui navigue à vue, supporté par une campagne de promotion de ses activités qui s'assimile beaucoup plus à de la propagande qu'à une transmission de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Donc nous devons sortir d'une politique de façade pour en arriver à une politique réelle et concrète et à un gouvernement qui, dans sa composition, va inspirer confiance à une majorité d'Haïtiens de telle sorte qu'on peut envisager l'avenir avec stabilité. Ceci étant dit, j'en ai profité aussi dans le communiqué de presse que Télémétropole a eu la délicatesse, la gentillesse et l'amabilité de lire sur les ondes lorsque je l'ai sorti samedi. J'en ai profité pour dire au président de la République, attention, vous êtes à un carrefour de l'histoire où vous devez vous élever au-dessus de la mêlée. Il y va même du respect de votre mandat. Je suis député du peuple, député de la 50e législature représentant la commune de Pétionville. Je ne peux pas demander plus que ce que la Constitution me permet de demander. Ça veut dire la démission du chef de gouvernement. Parce que j'entends qu'on demande aussi beaucoup la démission du président de la République. Cependant, je tiens à attirer l'attention du président que cette demande croissante d'une bonne partie de la population sur sa démission, elle est liée au fait qu'il y avait un gouvernement qui a failli à sa mission. Et que s'il tient à préserver son mandat,
s'il tient à être jugé par l'histoire comme un des présidents qui aura contribué à remettre Haïti sur les rails du développement, il se doit d'être attentif à la voix du peuple, il se doit d'être attentif à ce qui se passe à l'extérieur et ne pas prétendre ou penser que ce qui se passe, c'est une insurrection dirigée par une minorité avec un agenda caché. Non, nous avons des problèmes sérieux, nous avons une crise profonde, nous sommes dans un carrefour décisif où il doit prendre des décisions et où les autres corps de l'État, nous parlons du Parlement, nous parlons du judiciaire, nous parlons de l'exécutif, les secteurs vitaux de la société, les syndicats, les professeurs, le secteur privé des affaires, les différentes organisations représentant la société civile doivent s'asseoir sur une table pour qu'on trouve un compromis qui ne soit pas bancal, mais qui soit sérieux pour qu'une fois pour toutes, nous puissions envisager l'avenir plus sereinement. Il y a de l'angoisse dans l'air. Et je fais un appel patriotique et solennel à toutes celles et ceux qui m'écoutent à travers les zones de Radio Télémétropole pour dire calme, patience, sérénité. Même aux manifestants, je dis, je comprends la frustration. Mais je dis aussi que des fois, on peut manifester plus efficacement dans la discipline, dans l'ordre, en étant nombreux et en ayant un message clair. Ça, c'est extrêmement important. À la police nationale, je dis aussi, vous avez la chance historique de remplir un rôle et de montrer, de prouver que vous êtes à la base, vous êtes le pilier, vous êtes le socle de la démocratie que nous construisons. Parce que vous protégez les vies et les biens des citoyens, des citoyennes, quel que soit leur niveau économique, quelle que soit leur appartenance sociale. À mes pairs, à la Chambre des députés, je dis, vous avez aussi, vous députés de la majorité, auxquels je parle à travers cette caméra, et qui supportez ce gouvernement. Moi, je suis un député de la minorité. Il y a aussi une opportunité pour vous d'être du bon côté de l'histoire. Ça veut dire qu'il faudra, lors de la séance d'interpellation que j'appelle en urgence, que vous votiez dans le sens des intérêts du pays, des intérêts du peuple, des intérêts vitaux de la nation, et non dans le sens de votre appartenance politique. Donc, ce sont des messages que je lance, mais en toute humilité, parce que je pense que même quand la parole d'un homme d'État se doit d'être rare, il y a des circonstances où il faut parler, il faut s'exprimer et il faut aider. Et je pense que c'est ce que je fais ce soir et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité pour me permettre de faire cette précision. Et une toute dernière question, très rapidement, Jerry Tardieu, sans vous demander de lire dans la boule de cristal, quel délai donnez-vous à ce gouvernement pour non seulement présenter sa démission, mais surtout, après tout ce que vous venez de dire, quel délai donnez-vous à ceux qui se mettront ensemble pour choisir un nouveau Premier ministre? Qu'en pensez-vous, en d'autres termes, que la situation peut redevenir normale? Dans mon communiqué sorti samedi, j'avais demandé la démission immédiate du Premier ministre. J'ai eu une conversation téléphonique avec le président Bodo subséquemment et je lui avais dit que si dimanche, avant minuit, nous n'avions pas reçu cette démission, il était important que dès le lundi, nous puissions mettre en branle la séance en interpellation qui est aujourd'hui en continuation. Ceci n'a pas pu être fait il était d'ailleurs sur la même longueur d'onde. Cependant, la séance n'a pas été faite parce qu'il y a eu des difficultés à faire rentrer certains députés qui étaient bloqués en province. Il y a eu une rencontre cet après-midi et je pense que la décision a été prise, que l'interpellation va se poursuivre et probablement aura lieu peut-être le 14 juillet. Et je pense que le bureau devra confirmer. Donc, dans les quelques jours à venir, nous aurons certainement une interpellation du Premier ministre. Et c'est ce jour-là que la Chambre des députés décidera sur le sort du chef du gouvernement. Maintenant, combien de temps cela va prendre? Après, d'abord, ça va dépendre du résultat du vote. J'espère que les députés seront à la hauteur des enjeux du moment et voteront et donneront un vote de non-confiance au Premier ministre. Et si tel était le cas, je pense que très rapidement, les personnalités, les leaders, les corps, les institutions, les secteurs intéressés vont vite se mettre à la table, mais prendre le temps qu'il faut. Parce que nous n'aurions pas aimé avoir ce que j'appelle une solution bancale, mais nous aurions aimé avoir définitivement
une solution qui puisse nous aider à contempler l'avenir de façon plus sereine que nous le faisons aujourd'hui. Merci infiniment, Jerry Tardieu, d'être passé nous voir ce soir à Télé Métropole. Merci de l'éclairage que vous avez apporté à ces événements et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. C'était donc Jerry Tardieu, député de Pétionville, qui est revenu non seulement sur les événements de ces derniers jours, mais sur les perspectives d'avenir qui nous attendent. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.